et la mise à jour en 2018 et quoi de neuf pour cette pathologie. La maladie cœliaque, vous la connaissez bien, c'est une entéropathie qui est immunologiquement médiée, causée par une sensibilité permanente au gluten chez des individus qui sont génétiquement prédisposés. Autrement dit, c'est une hypersensibilité digestive avec une réponse immunitaire qui est inappropriée aux prolamines apparentées, comme le blé, le seigle et l'orge, survenant chez des sujets de tout âge et génétiquement prédisposés. Ça, c'est la définition de la maladie cœliaque. Quelle est la prévalence de cette pathologie? La plus haute prévalence est représentée au niveau du Maghreb. Elle est de l'ordre de 5,8%. Donc, nous avons vu là, la répartition qui varie. Elle est beaucoup plus importante au niveau de l'Europe du Nord. L'incidence de la pathologie dans la maladie cœliaque, qu'est-ce qu'on appelle les formes symptomatiques? C'est les formes qu'on a représentées sous forme d'un iceberg. C'est les formes symptomatiques, c'est la forme visible de la pathologie qui sont détectées. Par contre, il y a ce qu'on appelle les formes émergentes, c'est les formes qui sont sous-diagnostiquées, c'est les formes latentes ou des formes frustes qui ont été diagnostiquées dans certains pays en un diagnostic, en un dépistage de masse. Elle est de 1 pour 400 en Suède, elle est en 1 pour 700 au Maroc et l'incidence dans la population générale, elle est de l'ordre de 0,1 à 1%. Toujours selon une étude, là je vous l'ai présentée en JAMA 2017, l'Algérie a été représentée, qui est le premier, si vous le voyez, avec une incidence ça marche pas. Elle est là, voilà. Avec une incidence de 5,6%. Vient ensuite le deuxième pays, là je le vois, c'est la Finlande, qui a une prévalence de 2,4%. Là, c'est les formes symptomatiques, c'est les formes. On a parlé de prédisposition génétique. Il faut savoir que les gènes de susceptibilité de maladie cœliaque sont représentés par le HLA-DQ2 et le HLA-DQ8, qui est présent dans 30% dans la population générale et représenté essentiellement par le HLA-DQ2. Le HLA-DQ, il a une faible valeur prédictive positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a le gène, on n'a pas la maladie. Mais l'inverse est vrai. Si on a le HLA positif, le HLA négatif, que ce soit le HLA-DQ2 ou le HLA-DQ8, la probabilité pour qu'il y ait une maladie cœliaque est très très faible. Donc le HLA-DQ2, l'absence du HLA-DQ2 et du HLA-DQ8 élimine le diagnostic de la maladie cœliaque. Donc il a une très bonne valeur prédictive négative. Pour le typage HLA, il y a les risques apparentés dans la population générale. Il est représenté chez les jumeaux homozygotes à 75%. Dans la fratrie à HLA identique, il a un pourcentage de 30%. Et chez les apparentés de premier degré, il est représenté en 3 à 10%. Du point de vue physiopathologique, c'est quoi la maladie cœliaque? Vous avez le gluten ou la gliadine, qui est la fraction toxique. Le mécanisme physiopathologique de la maladie cœliaque est représenté essentiellement par le mécanisme toxique et le mécanisme immunologique. Le mécanisme toxique qui est représenté, les fractions par qu'on appelle les prolamines apparentées, c'est la gliadine, c'est le seigle, l'orge et le blé. L'avoine qui est le prolamine, c'est la vanille. Le rôle a été infirmé récemment, donc il n'est plus incriminé dans la genèse de la maladie. Comment se manifeste cette maladie? Donc, vous avez les peptides de la gliadine qui vont sous l'action de la transglutaminase entérocytaire. C'est les résidus de glutamine qui vont être transformés sous l'action de transglutaminase entérocytaire par un peptide toxique qui est l'acide glutamique. L'acide glutamique va être présenté par les DQ2, DQ8 au niveau des lymphocytes T, CD4 au niveau de la muqueuse intestinale, au niveau du chorion.
et qui va entraîner une activation de ces lymphocytes avec une production de l'interféron, sécrétion de TNF-alpha qui va donner une inflammation et bien sûr qui va entraîner une constitution d'une atrophie villositaire qui est totale ou subtotale, qui confirme le diagnostic de la maladie cœliaque. D'autres facteurs ont été incriminés, notamment l'infection intestinale virale, l'adénovirus, le rotavirus, par augmentation de l'expression du typage HLA-DQ et par augmentation de la concentration des transglutaminases. Un autre facteur aussi, c'est l'âge d'introduction du gluten qui a été incriminé dans la pathologie de la maladie, dans la maladie cœliaque, sachant que l'introduction du gluten très précoce, inférieure à 3 mois, ou l'introduction qui est très tardive, au-delà de 7 mois, est en faveur d'une apparition de la maladie cœliaque et ainsi que de la dose ingérée. Les formes cliniques de la maladie sont représentées par les formes symptomatiques, comme vous les connaissez. Vous avez les formes typiques ou classiques, ou bien les formes atypiques ou non classiques. Vous avez les formes silencieuses asymptomatiques et on a les formes latentes. J'essaie de vous représenter schématiquement par... c'est un volcan, c'est pas un iceberg. Donc vous avez la population, la maladie émergente qui est représentée par les formes classiques. Puis on a actuellement les formes atypiques ou peu symptomatiques ou des formes qui rentrent dans le cadre du dépistage des pathologies à risque. On peut les dépister en dépistant les maladies à risque. Vous avez les formes latentes et les formes silencieuses qui sont sous-diagnostiquées. Certains auteurs parlent pour un cas de maladie cœliaque qui est diagnostiqué, qui est symptomatique. On a 3 à 7 cas qui ne sont pas diagnostiqués. Donc la réalité, la réalité est qu'il n'y a que les formes classiques et les formes symptomatiques ou peu symptomatiques qu'on arrive à diagnostiquer. Quand on recherchait une maladie cœliaque, les symptômes classiques de la maladie cœliaque, vous les connaissez, c'est une diarrhée, c'est une stéatorrhée, vous avez des douleurs abdominales, un ballonnement, une constipation, des vomissements. Ça survient généralement chez un nourrisson au-delà de 6 mois, bien sûr après exposition au gluten, quelques mois après exposition au gluten. Les formes non classiques de la maladie cœliaque sont représentées par un état fériprime, c'est une anémie carentielle qui ne répond pas au traitement, des céphalées, une asthénie chronique, l'ostéoporose, aphthose récidivante, une augmentation des transaminases qui n'est pas expliquée par une pathologie quelconque, une petite taille, un retard pubertaire et aménorrhée, vous avez une dermatite herpétiforme, anomalie de l'émail dentaire et la liste n'est pas exhaustive. Les manifestations extra-intestinales ou peu symptomatiques qui sont représentées, c'est une étude qui a comparé les symptômes vus dans la population pédiatrique et dans la population adulte. Donc vous voyez, tous les symptômes existent chez l'enfant et chez l'adulte. Tout ce qu'on vient de citer, la dermatite herpétiforme, l'ostéoporose, petite taille, anémie, problèmes neurologiques. On recherche aussi la pathologie, la maladie cœliaque dans la population à risque, sachant que les antécédents familiaux de premier degré, on a dit à 20% des cas d'avoir une maladie cœliaque. Donc les parents qui ont une maladie cœliaque, il faut faire un dépistage des enfants. Les jumeaux identiques, nous les avons vus, ils ont un pourcentage de 80% de HLA identique. Le diabète type 1, on explore dans le syndrome de Down, c'est la trisomie 21, dans l'hypothyroïdie, dans le syndrome de Turner, dans le syndrome de Williams, le déficit en IgA, qui est souvent associé à la maladie cœliaque, dans les hépatites auto-immunes. Donc toutes ces pathologies sont un risque élevé, mais qui sont asymptomatiques et qu'il faudra dépister, qu'on appelle des populations à risque. On a les formes silencieuses. C'est quoi les formes silencieuses comparées aux formes latentes? Les formes silencieuses, le patient ne présente aucun symptôme malgré la positivité des anticorps antitransglutaminase et la présence d'une atrophie duodénale qui est totale ou subtotale, mais il est asymptomatique. Par contre, les formes latentes, ce sont toujours des sujets qui sont asymptomatiques, avec des anticorps anticirculants de la maladie cœliaque, c'est les antitransglutaminases qui sont positifs, bien sûr sans atrophie villositaire,
Donc l'atrophie vélocitaire, qui est le diagnostic, la pierre angulaire et le diagnostic de certitude de la maladie cœliaque. Donc sans atrophie vélocitaire, ces maladies, ces pathologies latentes, on les dépiste parce qu'ils sont prédisposés à devenir cœliaques, d'où l'intérêt dans la surveillance, dans le suivi, de surveiller cliniquement et sérologiquement, et une fois par an, ces malades, et de diagnostiquer les anticorps antitrans-glutaminase, s'ils sont positifs, faire la biopsie duodénale. Le diagnostic positif repose bien sûr sur les arguments cliniques, nous les avons vus, c'est les formes symptomatiques et les formes symptomatiques et les formes dans les populations à risque, par des tests sérologiques et l'étude histologique. Les tests sérologiques, il faut savoir qu'ils ont transformé le diagnostic de la maladie cœliaque, parce qu'on a fait de dépistage des populations de masse, des populations à risque, et on a pu diagnostiquer les formes possibacillaires, les symptômes qui n'ont pas fait leur preuve, donc on les a diagnostiqués comme étant maladie cœliaque. Là, moi, j'avais suivi une malade qui avait fait une acide pendant une année où le diagnostic de l'acide n'a pas été prouvé. On fait les anticorps antitransglutaminase, qui sont très, très positifs, supérieurs à 10 fois la normale. La biopsie duodénale, qui avait une atrophie totale. Donc là, la fillette, elle avait 12 ans, elle est venue avec une acide de moyenne abondance. Donc on dirait qu'elle était enceinte, une grossesse de 4-5 mois. Et là, avec le traitement, elle a un ventre plat. Donc, pour vous dire, les symptômes sont variés. Il faut penser devant tout symptôme qui n'a pas fait sa preuve, dans une pathologie quelconque, penser à la maladie cœliaque. Donc, les tests sérologiques permettent d'identifier les patients pour lesquels la biopsie intestinale est indiquée, de dépister les patients à risque de maladie et d'évaluer l'adhésion au traitement. L'adhésion au traitement, bien sûr, vous le savez, on commence un traitement, surveille par les sérologies, et dès que la sérologie se négative, donc, on est sûr que le traitement, on est dans l'observance et du traitement. La bonne observance du traitement. Maintenant, parmi ces sérologies, vous avez tous fait les anticorps antigliadines, tout le monde connaît. Il y a les sérologies, on fait les anticorps antitransglutaminase, les anticorps anti-endomysium, et on fait les anticorps antigliadines déaminés. Maintenant, quel est le choix dans la prise en charge et dans la prescription et comment explorer ces malades? Il faut savoir que les anticorps antigliadines, ils ont une très mauvaise sensibilité, spécificité, qu'il ne faudra plus les faire. On fait essentiellement les IgA dans le dosage. Donc, ce qui a été recommandé par la Société européenne de gastroentérologie et pathologie et nutrition de pédiatrie, selon les recommandations de 2012, comme quoi les anticorps anti-IgE, les anticorps anti-IgE, là, je ne vois pas bien de là, donc les anticorps antigliadines IgG, en raison de leur modeste sensibilité et spécificité, l'analyse des anticorps n'est plus recommandée. Là, juste pour vous préciser qu'il ne faut plus les faire. Donc, en première intention, quel est le bilan à faire? On fait essentiellement, en première intention, le dosage des IgA sériques totales. Si les IgA sériques totales est normal, on dose les anticorps antitransglutaminase IgA. En première intention, maintenant la différence entre antitransglutaminase et anti-endomysium, c'est par rapport au coût. Les deux ils ont une très très bonne fiabilité, ils ont une bonne sensibilité et spécificité qui est de 98 à 100%. L'association des deux, il a une spécificité de 100%. Donc, mais en premier, vu le coût, donc on dose en premier les anticorps antitransglutaminase de type IgA avec les IgA sériques totaux. Si les IgA sériques sont diminués, on sait qu'il y a l'association déficit immunitaire IgA avec maladie cœliaque. S'il est inférieur à 0,2 ou l'âge de l'enfant est inférieur à 2 ans, on dose les anticorps anti-IgG. Donc, anticorps antitransglutaminase type IgG ou les anticorps gliadines déaminés de type IgG chez l'enfant inférieur à 2 ans. Le déficit en IgA et la maladie cœliaque, donc il représente, dans le cas de déficit en IgA, donc le risque de développer une maladie cœliaque est augmenté par 10 à 20. Il faut savoir que 3% des enfants de la maladie cœliaque présentent un déficit en IgA. Pour les données
histologique, qu'est-ce qui a été recommandé par la société ESGAN en 2012? Que la biopsie intestinale doit être réalisée avant toute mise au régime sans gluten. Il ne faut pas commencer le régime et faire par la suite la biopsie, donc elle sera faussée. Qu'il faut faire les prélèvements au niveau de D2, il faut faire 4 prélèvements. Pour confirmer le diagnostic de maladie cœliaque sur la classification de Marsh, vous avez une atrophie villositaire totale ou subtotale, associée à une hyperplasie des cryptes, et vous avez une augmentation, surtout, qui a une bonne valeur prédictive positive, c'est qui renforce le diagnostic de la maladie cœliaque, c'est l'augmentation des lymphocytes intraépithéliaux qui est supérieure à 40%. Toujours selon les recommandations de l'ESGAN, la biopsie duodénale serait facultative et qu'il est possible de retenir le diagnostic positif de la maladie devant l'association des critères suivants. Donc pour eux, ils disent on peut ne pas faire la biopsie duodénale si on a des signes cliniques typiques, si on a le taux des anticorps antitransglutaminase qui est supérieur à 10 fois la normale, si on a des anticorps anti-endomésium positifs et avec le HLA DQ2, DQ8 qui sont positifs, donc on peut s'abstenir, ne pas faire de biopsie duodénale. La biopsie duodénale aussi reste facultative en cas de marqueurs sérologiques négatifs, alors que le tableau est évocateur. Donc on a les sérologies négatives, en cas de discordance entre les différents anticorps, anti-endomésium et antitransglutaminase. Dans ce cas, il vous demande de faire le HLA-DQ2, de faire le HLA-DQ8, et puis si le HLA-DQ2 et DQ8 est positif, à ce moment-là, on doit réaliser une biopsie duodénale. Ça, selon les recommandations de l'ESGAN 2012. Il y a une étude qui a évalué, une étude américaine au niveau nord-américain, qui a évalué l'applicabilité des guidelines de l'ESGAN 2000, de l'ESGAN. Donc cette étude qui a été faite en 2015, qui a permis, donc elle a retrouvé que 263 enfants symptomatiques qui avaient des anticorps, comme le recommande la société supérieure à 10 fois la normale, ils avaient des anticorps anti-endomésium positifs, ils avaient une fibroscopie qui a confirmé la biopsie, la maladie cœliaque. 4 patients avaient des anticorps positifs, ils avaient des anticorps anti-endomésium qui sont aussi positifs, ils avaient un HLA-DQ8 positif, mais malheureusement, la biopsie duodénale est revenue absence d'atrophie villositaire, donc ce qui a permis d'éliminer le diagnostic de maladie cœliaque. Donc on retient en conclusion, après cette étude, que l'histologie intestinale reste par contre un élément diagnostique incontournable. Donc ils ont dit, on est obligé de faire la biopsie, l'histologie pour confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque après cette étude. Il y a une étude aussi pour évaluer l'applicabilité des guidelines de l'ESGAN de 2011, de 2012, qui a été pratiquée dans les pays méditerranéens en 2017. L'Algérie fait partie de l'enquête prospective. Donc, les kits qui ont été, donc, par rapport à la sérologie, donc, on a fait, donc, les transglutaminases, est-ce qu'ils ont été dosés, oui ou non, les anticorps anti-endomésium et le HLA, le typage HLA. Là, nous avons vu par rapport au typage HLA, le typage HLA n'a pas été pratiqué dans 5 pays, l'Albanie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc et la Tunisie, donc c'est au Maghreb. Et aussi, nous avons l'anticorps anti-endomésium qui n'a pas pu être fait en Égypte. En conclusion, après cette étude, les résultats, que le diagnostic de la maladie cœliaque repose encore sur la biopsie intestinale dans la région méditerranéenne. Donc, on ne peut pas faire le typage HLA. Que les nouveaux critères d'ESGAN ne sont pas applicables dans 5 pays en raison du manque de ressources nécessaires pour effectuer le génotypage HLA, et dans un pays, comme on a vu dans l'Égypte, où ils n'ont pas pu pratiquer le test avec l'anticorps anti-endomésium. Une nouvelle simplification des nouvelles directives de l'ESGAN pourrait être faite en fonction des résultats préliminaires suggérés si de nouvelles études prospectives le confirment. Donc, pour dire que l'on ne peut pas faire le HLA, on garde toujours la biopsie, les anticorps antitransglutaminase et la biopsie pour confirmer le diagnostic. Mais attention par rapport à la maladie cœliaque. On consomme du blé, il y a des symptômes qui apparaissent, ça ne veut pas dire que c'est une maladie cœliaque. Il y a d'autres maladies émergentes, qui sont un peu à la mode.
c'est l'allergie au blé, c'est l'intolérance non cœliaque et le FODMAPs. Et on a aussi qui sont symptomatiques, c'est des pathologies symptomatiques, mais il y a l'effet de mode où on n'a pas de symptômes. Il y a beaucoup de personnes qui font le régime sans gluten, notamment les sportifs de haut niveau. Donc, et ainsi, vous voyez comme les top modèles, les mannequins. Donc, ils font un régime sans gluten, mais il n'y a aucune preuve scientifique. Donc, d'après ces sportifs de haut niveau, ils améliorent la performance de la personne, mais aucune étude n'a été faite sur ce cas. Les personnes ne sont pas symptomatiques, mais ils auraient dit qu'ils amélioraient la qualité de vie de ces personnes. Maintenant, c'est quoi l'intolérance, l'allergie ou l'intolérance au blé? L'allergie au blé, c'est une réaction immunologique à médiation IgE. C'est une allergie au blé, aux protéines du blé. C'est une allergie alimentaire classique avec des manifestations cutanées, digestives, respiratoires, comme vous connaissez. Il y a une urticaire de contact, une réaction anaphylactique induite par l'exercice physique. Bien sûr, chez ces malades, allergie au blé, donc ils ne tolèrent pas le blé. Les réactions, les anticorps anti-transglutaminase sont négatifs et la biopsie duodénale est normale. Il y a aussi la sensibilité au gluten non cœliaque. Ils ont une insensibilité, c'est un trouble qui est au gluten, en l'absence de mécanisme allergique ou auto-immun. La même chose, donc vous avez l'histologie et la sérologie qui est correcte. Et on a aussi ce qu'on appelle le FODMAPs. Le FODMAPs, c'est les Fermentable Oligo-Monosaccharides and Polyols. Le FODMAPs, c'est quoi? C'est des glucides fermenticibles à chaîne courte que l'on retrouve essentiellement dans les aliments d'origine végétale, tels que le blé, et le seigle. Ça donne un ballonnement abdominal, des troubles digestifs et des troubles gastro-intestinaux. Sachant que l'organisme, il y a une protéine qui n'est pas synthétisée, qui est le fructane, et qui n'est pas absorbée. Elle est fermentée par le microbiote intestinal. Elle va générer, donc donner des gaz, donc une aérocolie importante avec autre inconfort digestif. Donc le traitement, c'est de mettre, donc bien sûr les sérologies sont négatives. Chez ces personnes-là, il faut mettre, c'est une vraie pathologie, je veux dire, qui indispose les personnes qui présentent cette pathologie. Donc le traitement, c'est de mettre un régime sans gluten et puis d'essayer de lister les sucres que la personne consomme et puis de diminuer, essayer de détecter l'allergène, si on peut appeler ça en cause, et d'éliminer les sucres en cause d'engendrer ces manifestations gênantes. Là, il y a une table récapitulative de tout ce qu'on vient de dire par rapport donc si l'histoire clinique elle est évocatrice, comme je vous ai dit, il faut faire le dosage des IgA totaux avec les dosages des antitransglutaminase A. Si l'IgA total et transglutaminase, IgA normal, transglutaminase négative, éliminer le diagnostic de maladie cœliaque. Si les IgA totales sont diminuées, on fait les IgG antitransglutaminase. Si les IgG antitransglutaminase sont négatives, on élimine le diagnostic de la maladie cœliaque. Dans le troisième cas de figure, on fait les IgA totales. Si les IgA totales ont un taux normal et les antitransglutaminases sont positives, à ce moment-là, il faudra compléter par les anticorps anti-endomysium, compléter par le HLA, le typage HLA, et faire, là, ils ont mis plus ou moins le diagnostic de biopsie duodénale. Donc là, nous avons discuté de ces recommandations qui ne peuvent pas être faites chez nous au niveau du Maghreb. En traitement, le régime sans gluten dans la maladie cœliaque, vous le savez, c'est un régime sans gluten qui est strict à vie, qui permet de réduire significativement le risque de complications malignes, notamment de lymphome de l'intestin grêle, et améliore la plupart des manifestations extradigestives. Le régime sans gluten est discuté devant une maladie silencieuse découverte à l'occasion d'un dépistage sérologique. Dans la famille d'un cœliaque ou chez un malade à risque, diabétique ou autre, toutes les maladies à risque qu'on avait citées, il est discuté dans les maladies à risque. Donc, il faudra considérer le sujet comme symptomatique qui va plaider en faveur d'un régime d'exclusion. On a constaté chez ces patients la discussion dans les familles à risque. Donc, le moindre signe, donc il faut surveiller ces patients et le moindre signe, moindre signe clinique va orienter vers la maladie cœliaque, compléter les explorations
et traités par un régime d'exclusion sans gluten. Le régime sans gluten, faut-il ou pas le donner chez des patients asymptomatiques? Donc la question, elle vous est posée. Des études qui ont été faites qui a permis d'améliorer la qualité de vie et la qualité de vie de ces patients renforcent la décision de poursuivre le régime à long terme. Et sachant que ces sujets asymptomatiques sont exposés aux mêmes complications que de la maladie cœliaque, les complications habituelles, à savoir les lymphomes et l'ostéopénie, ils doivent bénéficier d'un régime sans gluten qui est souvent difficile et difficile à faire accepter par ces patients. Compte tenu de l'absence des symptômes, faut-il ou pas le donner? Donc la question vous est posée. En conclusion, on peut dire que le diagnostic repose sur les éléments anamnésiques cliniques, immunologiques et histologiques, que la sérologie constitue un outil de dépistage de diagnostic de grande valeur, notamment les IgA totales et les anticorps antitransglutaminase, que le diagnostic positif repose sur la positivité de la sérologie et l'atrophie villositaire totale à subtotale, que le traitement repose sur l'éviction à vie du gluten, qui permet de freiner les complications néoplasiques et l'ostéopénie. Et la thérapie de la maladie, elle est la seule reconnue actuellement, c'est le régime sans gluten. Les thérapies émergentes, c'est les probiotiques, les vaccins contre le gluten, les inhibiteurs de transglutaminase tissulaire et les suppléments de glutinase enzymatique. Et je vous remercie. On remercie professeur Ahmed.